Bénissez, Monseigneur, bénissez, cher Père, chers frères en Christ, c'est une vraie joie, je ne le dis pas par politesse, c'est une vraie joie de se voir ensemble aujourd'hui. Moi, j'ai commencé, disons, ma mission dans la vie de l'Église en tant que jeune, et depuis, je ne veux pas quitter cet état de jeunesse. Donc, c'est pour cela que ça me fait vraiment plaisir d'être parmi tous ceux que vous avez réussi à être là. C'est une joie. Et donc, je vais essayer de vous transmettre, bien sûr, je peux vous dire un mot tout simplement sur mon parcours, sur ce que je fais. Actuellement, je suis le vice-doyen du Centre d'études et de recherche Dumitru Stăniloae à Paris. Et la discipline que j'enseigne, c'est la discipline qui s'appelle apologétique, slash, si vous voulez, théologie et science. Donc ma spécialité, je dirais, théologique est la rencontre entre la vie de l'Église et tout ce que la société actuelle produit à travers les sciences, les technologies, la technique et tout ça. Donc c'est un profil qui correspond, si vous voulez, à ce qu'on va évoquer tout à l'heure. Mais à part ça, je vous assure, avec cela je finis, que je suis là dans un élan de solidarité par rapport à ce que vous vivez à l'heure actuelle, à votre âge, et que j'aimerais bien vous transmettre quelque chose, vous transférer quelque chose de ma petite expérience, de l'expérience des autres concernant ce lien incontournable, je dirais, entre nos vies et les réseaux sociaux, et dans le sens plus large, entre la technologie, l'intrusion, surtout de la technologie, des techniques dans nos vies. Comment vivre en tant que chrétien? Bonjour, bénissez Monseigneur, bénissez Père. Donc je suis diacre, je m'appelle Areșinescu, je suis diacre dans l'église roumaine, la paroisse de Bordeaux. Je suis diacre depuis pas longtemps. Je suis psychiatre depuis longtemps. Je suis psychiatre à l'hôpital de Angoulême. Et je suis formé en thérapie familiale systémique. On fait des thérapies familiales et des thérapies de couple. Et je me réjouis aussi d'avoir travaillé longtemps avec Maica Siluana, une mère spirituelle de Roumanie, Moldavie, de Iași, l'icumène du monastère Saint-Siloan. Je suis aussi content, comme Père Răzvan, de vous voir. Ça nous fait chaud dans nos cœurs, vraiment, de vous voir tous aujourd'hui. Ça nous donne beaucoup de joie et de l'espoir. Merci pour votre participation. Merci. Donc, je vais me présenter également. Donc, Monseigneur Bénissez, frères et sœurs, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc, je m'appelle Julianette Vidovic, je suis orthodoxe serbe d'origine. Je suis enseignante à l'Institut Saint-Serge de Paris, où j'enseigne la patrologie, l'histoire des conciles écuméniques et également la bioéthique. Durant mes études, j'ai principalement travaillé dans le contexte de la patrologie. J'ai travaillé un auteur du 7e siècle, très connu, qui était Maxime le Confesseur, et la question de la synergie entre la grâce divine et la volonté de l'homme, qui m'avait amené à rentrer davantage dans des questions anthropologiques actuelles. Et dans ce domaine-là, c'était majoritairement les questions du rapport de limite. Qu'est-ce que l'homme, la machine, où sont les limites entre les deux, quant à l'utilisation des machines, quant à l'utilisation, les rapports entre l'homme et l'animal, sur la sensibilité, l'intellect, est-ce que les animaux ont l'intellect, la raison, quelle forme, et puis aussi les questions du genre. Ça s'est présenté comme ça, j'ai vu que ma tradition patristique ne me permettait pas vraiment de traiter ces questions, parce qu'on ne peut pas dire aux pères ce que les pères ne disent pas, mais qu'il me fallait aller creuser, connaître davantage ce qui se dit dans le champ de la bioéthique, et c'est comme ça que je suis entrée, j'ai fait des études de bioéthique, même si c'est une discipline qui encore cherche à trouver sa place, vu sa spécificité et polyvalence. Donc, je vais être la personne qui va ouvrir un petit peu ce temps d'échange, donnant une introduction par rapport à des réseaux sociaux, et puis vous dire, mais très brièvement, quelle est l'approche par rapport à cette question du côté de bioéthique, même si la bioéthique, c'est vraiment un champ nouveau. Donc, il n'y a pas de gros développement, les études commencent à apparaître, je vous donnerai quelques sources.
Je suis désolée, j'avais prévu un PowerPoint, mais on ne pourra pas le présenter, donc à vous d'imaginer. Donc, né en 2004, avec Facebook, le terme assez large de réseau social, par lequel donc, nous comprenons le réseau social, mais virtuel, puisque le réseau social, il est déjà là, parmi nous, ressemble plusieurs plateformes diverses, et toutes ces plateformes ont en commun une fonction ou un but qui consisterait à mettre en relation des internautes, peut-être pas des personnes, mais internautes, les uns avec les autres, et de leur permettre de dialoguer. Les réseaux sociaux peuvent être définis donc comme des services en ligne ayant pour but de tisser des liens entre des individus partageant des intérêts communs. Il me semble important de souligner dès le début que les réseaux sociaux virtuels ou sur Internet ne relient pas les personnes, mais des identités virtuelles, autrement dit des images qu'on veut se créer et se donner soi-même, parce que c'est nous qui créons même des avatars. On met en avant sur le toile des éléments qu'on aimerait que les autres perçoivent. Or, dans des relations humaines vraies, notre identité nous est toujours donnée, c'est elle qui nous est offerte dans un rapport continu avec une autre personne. Et même si nous pouvons être tentés de l'autocréer, elle n'arrive pas à perdurer. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir un masque ou comment dire, jouer cette image qu'on aimerait avoir avec les autres. C'est l'autre, souvent, il la confronte et là commence le véritable rapport lorsqu'on est obligé de montrer qui nous sommes réellement. Et heureusement que ça se passe comme ça, car c'est une véritable prison ou l'enfer de rester uniquement dans cette image qu'on se donne nous-mêmes. Ces réseaux sont, par contre, les réseaux sociaux virtuels très vastes et ne poursuivent pas tous le même objectif. Certains se veulent professionnels, comme LinkedIn par exemple, ou beaucoup d'entre nous, je suis aussi, donc je ne critique pas, sont là pour constituer un réseau de professionnels, et ça permet aussi de pouvoir retrouver du travail aujourd'hui, ce n'est pas une chose simple. D'autres apparaissent plus personnels, comme Facebook ou Twitter. Parmi les plus populaires, nous pouvons mentionner TikTok, YouTube, Twitter, Snapchat, Instagram et d'autres. Ceux-ci ont construit donc des réseaux de milliards d'amis de tout âge, correspondant par les mots, les sons, les images à toute heure du jour et de nuit, et cela quasi gratuitement, même si cette gratuité commence à se poser. Donc aujourd'hui, la question s'ouvre qui va pouvoir publier les choses de manière gratuite. Le phénomène des réseaux sociaux est aujourd'hui aussi massif qu'inédit. Donc les smartphones et tablettes sont devenus en une décennie des prolongements numériques de nos 5 sens. Et donc force est de constater que les jeunes, mais également les adultes, mènent une sorte de vie parallèle et collective dans ce qui est peut-être une forme de réalité augmentée. En ce sens, les réseaux sociaux transforment la façon dont nous interagissons les uns avec les autres. Je pense que là, c'est plus mes collègues qui en viendront, mais une certaine forme de violence qui peut apparaît justement parce qu'on sait que quelqu'un est bien loin de l'écran et qui ne va pas pouvoir nous frapper si on l'insulte, ce qui ne se passe pas dans les rapports en direct lorsque la personne est physiquement présente. Ensuite, on peut constater aussi que ces réseaux permettent de rester en contact avec des amis et des proches qui sont éloignés, mais peuvent également causer des problèmes de dépendance et d'isolement social. Et là, on aura tout un accès là-dessus. Des contributions commencent à apparaître sur ces thématiques, à savoir des études qui analysent comment les réseaux sociaux affectent nos relations interpersonnelles et comment ils examinent donc,
les inconvénients, mais également des avantages de ces plateformes. Dans un interview qui a été donné récemment par Claudine Haroche, qui est une sociologue et anthropologue française, elle est directrice émérite du Centre national de la recherche scientifique en France, CNRS, souligne que nous vivons dans une période complexe parce que nous avons perdu le contact direct avec les gens, la communication étroite et le toucher. Ainsi, en même temps que la distance entre les gens augmente, nous nous exposons et nous nous montrons de plus en plus à distance et à cette société, même si cela se fait de manière superficielle. Or, le résultat de ce phénomène n'est pas banal, car il nous impacte profondément sur le plan psychologique, étant donné que nous ne perdons pas seulement le contact, mais aussi la profondeur de nos relations avec les autres et avec nous-mêmes. La société dans laquelle nous vivons exige que nous ayons beaucoup de liens et les réseaux sociaux renforcent cette demande. Il semblerait que le microphone ne fonctionne plus. Mais ce ne sont pas des vrais liens qui sont si importants pour nous construire et construire un bon tissu social. Je vais sauter les statistiques parce que là, si je vous les énumère, ça va rien donner, c'est que des chiffres. Ce que j'ai trouvé fort intéressant, on peut utiliser les réseaux sociaux pour diverses manières. Le plus souvent, parmi les jeunes, c'est pour se divertir, mais les jeunes utilisent beaucoup les réseaux sociaux pour s'informer également, ce qui est une bonne cause, pour travailler et pour d'autres raisons. Or, ce que la statistique a également montré, c'est qu'il y a une lassitude par rapport à des réseaux sociaux et beaucoup de jeunes se déconnectent. Donc, c'est aussi un élément à prendre en compte. Donc, 14%, ce qui n'est pas un chiffre petit, de jeunes ont supprimé le TikTok. 12% ont supprimé le Twitter et 11% ont supprimé le Facebook. Je pense que... Ouais. Ah oui, très bien. Ce que la statistique a également montré avec ce phénomène, c'est que cette génération Z passe plus de temps sur les réseaux sociaux, mais cherche tout de même à optimiser ces moments passés en ligne. Donc on les utilise plus de manière inconsciente, on pourrait dire. Donc, même si le temps d'attention augmente, les plus jeunes affirment ne pas être dépendants des réseaux sociaux. Que signifie, c'est une question qu'on peut se poser, être ami sur le réseau social? Il est synonyme du terme anglais. Dans le monde numérique, il s'agit des followers, ceux qui nous suivent, qui sont abonnés, qui nous contactent. Et pour Antonio Casilli, qui est le chercheur en humanité numérique à Télécom, donc à Paris, ce terme résulte d'une ruse de l'interface pour pousser les usagers à partager des contenus en prétendant être dans la relation d'amitié. Donc, on utilise le réseau social d'amis pour placer le contenu qui, souvent, peut provenir d'une maison et pour des raisons commerciales. On veut vous faire vendre des choses ou récupérer les données qui vous appartiennent. D'où la grande gratuité de ces réseaux. Donc, ce n'est pas par amour et charité. Donc, mais je tiens à souligner que les réseaux sociaux ont des côtés très positifs. Les éléments positifs qui sont bien réels sont le travail scolaire de groupe qui peut se faire sur les réseaux sociaux. Le partage de passion, donc moi j'ai mes neveux qui adorent dessiner, ils retrouvent énormément de choses sur la façon de dessiner. Élargissement du cadre social et création d'œuvres artistiques, etc. Donc une jeune fille, j'ai récupéré une interview qui a été donnée à la Croix. Aujourd'hui, elle est psychologue, elle a 25 ans.
Elle a donné un témoignage suivant, et je pense que d'entre vous, on peut en avoir plusieurs. Elle dit « J'ai grandi avec Facebook. Aujourd'hui, c'est seulement un moyen pour moi de rester en contact avec mes amis, ceux que je connais en vrai. Puis, par curiosité, je me suis inscrite sur Twitter, que j'utilise beaucoup à présent. Je m'y suis fait beaucoup de vraies amitiés avec des gens que je connaissais pas par ailleurs. Au moment de l'adoption du mariage pour tous, j'ai ainsi retrouvé beaucoup de jeunes catholiques, puisqu'elle est catholique, mais je pense que ça, on pourrait le trouver pour les orthodoxes aussi, mais je n'ai pas trouvé la source, donc je voulais citer vraiment des personnes qui ne se sentaient pas concernées par les revendications de la manif pour tous. De fil en aiguille, nos conversations sur des sujets communs, par mots-clés, notamment autour de mon intérêt pour la neuropsychologie, ont pris forme, au point de m'aider dans mes recherches d'emploi. Je ne voyais pas ces amis pour de vrai, mais nous avions une vraie qualité de relation, grâce notamment à la possibilité d'échanger des messages en privé. Par ailleurs, j'ai participé régulièrement, en vrai, aux rencontres organisées par les tutos catholiques. Donc il y a aujourd'hui ce qui se met plus en place, c'est le type d'échange sur les réseaux sociaux, mais qui amène ensuite à des rencontres en présentiel. Les risques, on peut en citer beaucoup et ils sont vrais. Dans la vie numérique, deux types de dangers existent. On peut les classer en deux grandes catégories. D'abord, il s'agit des dangers extérieurs. C'est des prédateurs sexuels, des personnes mal intentionnées, des manipulateurs, donc incitation à l'anorexie, à la drogue, aux sectes, la pornographie, la violence, la haine. Il y a des relations entre pairs, la cyberviolence, le cyberharcèlement, les insultes, le détournement d'images et différents types de moqueries. Pour l'essentiel, les réseaux sociaux sont publics, le net n'oublie rien, tout ce qui est mis en ligne peut être récupéré et toujours revenir comme un boomerang dans un mois ou dans 10 ans. Donc souvent, aujourd'hui, quand vous allez à l'embauche, on peut aller chercher, et c'est ce qu'on souvent fait, on regarde tout ce que vous partagez sur les réseaux sociaux et ça peut être pris contre vous. Ça, c'est la moins pire des choses qui peut se passer. Par ailleurs, entre amis purement numériques, on peut cultiver une forme d'isolement en étant relié à d'autres, sans oublier les risques de harcèlement, d'arnaque, de diffusion à grandes échelles, de rumeurs incontrôlées. Là, je ne vais pas prendre plus de temps, mais je ne sais pas, vous avez entendu ces nouveaux jeux qui existent sur les réseaux sociaux entre les jeunes. Il y a une nouvelle victime donc, de VAR, une jeune fille qui est hospitalisée, on ne sait pas son état, jeu de la virgule, où on est là pour frapper une victime, et ça pose des questions. Pourquoi est-ce qu'on prend quelqu'un en victime, on le frappe pour être filmé? Tout simplement pour être filmé, on choisit une autre personne qui va subir le même sort. Donc, pour revenir un peu au corps statistique, malgré une problématique de plus en plus médiatisée et donc davantage de campagnes de sensibilisation, le harcèlement en ligne reste un phénomène encore trop important. 17% des jeunes indiquent avoir déjà été victimes de harcèlement sur les réseaux sociaux. Et souvent, il s'agit de filles plus que d'hommes. Une chose qui est bonne, c'est que ces chiffres préoccupants poussent les plus jeunes à se protéger et à protéger leur vie privée en ligne. Et donc en 2023, 67% des jeunes possèdent un ou plusieurs comptes privés sur les réseaux sociaux et donc quittent progressivement l'espace public. Un autre élément concerne directement les algorithmes qui sont là et qui font fonctionner les partages des contenus. Et donc, encore une victime de TikTok qui revient. C'est une jeune fille qui avait des problèmes avec son poids. Elle avait exprimé son problème sur le réseau social. Et en fait, ce n'est pas les autres qui sont revenus, mais l'algorithme réagit de telle manière-là, quand vous posez une question, il vous renvoie du contenu de cet ordre-là. Donc, ce qui l'a encore davantage sensibilisé. Et cela s'est terminé avec le suicide. Aujourd'hui, donc, on entre donc dans le règlement européen
sur les services numériques et c'est une grande question qui va également être posée lors des États généraux sur information qui ont ouvert il y a 2 jours. La question se pose si nous pourrons sortir de cet éternel débat qui ne cesse de renaître. Faut-il laisser faire ou interdire? Canaliser, par exemple, en coupant la Wi-Fi familiale durant la nuit? Et plus largement, vaut-il mieux avoir beaucoup d'amis virtuels que pas d'amis réels du tout? Ou, au contraire, peut-être vaut-il mieux avoir quelques amis réels que des centaines d'amis virtuels? On peut avoir quelques propositions. Donc, je vais aller brièvement. On peut, avec ses parents, donc dans la famille, avec ses amis, avec ses collègues, ses enseignants, essayer d'établir les principes d'hygiène numérique, tout comme on crée des règles pour vivre dans un espace public. En d'autres termes, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est civiliser le numérique. Et pourquoi pas créer ses propres réseaux sociaux privatifs. Il y en a pas mal. En France, Balair est un qui permet d'avoir sa propre plateforme web. Pour ce qui est du point de vue de la bioéthique, qu'est-ce que la bioéthique peut dire sur la présence des réseaux sociaux dans le monde contemporain? Toutes ces nouvelles questions qui s'ouvrent à nous aujourd'hui avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, avec la génomique, la neuroscience, les nanotechnologies, la robotique, l'utilisation des big data, bien sûr on y revient immédiatement au transhumanisme, représentent de nouveaux territoires pour la bioéthique. Donc c'est vraiment un champ neutre. Les mutations et les ruptures précipitées que produisent les sciences et les techniques bouleversent nos repères, nos conceptions et nos représentations du monde. À l'époque de ces grandes transformations, de la numérisation du monde, de notre environnement, des relations sociales, il convient donc d'inventer une bioéthique pour tant d'innovations, ce qu'on appelle disruptives. La disruption, c'est un terme philosophique. Dommage que Bertrand Vergely ne soit pas là avec nous aujourd'hui, mais il a été créé et mis en place avec Bernard Stiegler, qui dit que l'information qui vous est donnée sur Internet vous met toujours dans une position passive par rapport à cette information. C'est-à-dire vous considérez tout le temps être en retard par rapport à ce qui se passe dans le monde, ce qui vous prive d'activité. Et ça, c'est un véritable enjeu. Qu'est-ce que cela veut dire et quelle est la bioéthique pour l'enjeu? L'enjeu consiste à refonder des valeurs d'humanité, de repenser le vivre ensemble dans notre société assez individualiste, notre bien commun aussi, comment est-ce qu'on va partager cet espace public au cœur de la vie démocratique, puisqu'on a quand même la chance de vivre dans une démocratie, mais également dans notre espace ecclésial, qui n'est pas pour autant dépourvu ou coupé de ces questions. La question nous est également posée à savoir comment exercer aujourd'hui nos responsabilités éthiques, politiques et ecclésiastiques. En ce qui me concerne, j'aime bien cette vision d'Emmanuel Hirsch, qui est un professeur d'éthique médicale, et qui a noté à propos de la bioéthique qu'elle ne relève pas en première intention d'un exercice intellectuel ou de savantes discussions d'experts qui consacrent de passionnantes discussions ou d'imposants rapports qui vont devoir être reçus quant à toutes ces questions sérieuses, qui passent leur temps à réfléchir sur des urgences qui viendraient d'en haut, élevant ainsi notre conscience morale. La bioéthique se pense, se vit, s'incarne dans des engagements du quotidien. En l'occurrence, dans la manière dont nous allons utiliser les réseaux sociaux pour diffuser finalement quelles idées, quelles images, quelles valeurs, ou véhiculer, c'est-à-dire partager, quelles autres. Il prône donc en faveur cette éthique qu'il appelle l'éthique d'en bas, que j'associerais volontiers à notre compréhension de l'ecclésiologie
qui se veut aussi une ecclésiologie synodale, conciliaire, d'en bas, qui est porteuse, même parfois avec un peu du mal, mais ce n'est pas pour autant qu'elle est démunie de cette qualité qui lui vient de cette foi d'en haut, c'est-à-dire du Christ, d'une certaine idée que nous avons de ce que est la dignité de l'homme, qu'est-ce que le respect de l'autre, de la justice dont nous nous sommes personnellement garants. Donc c'est à mon sens ce qui veut dire, dans un langage moderne, être à l'image et à la ressemblance divine pour ne pas se réduire à des êtres qui vont être à l'image et à la ressemblance des différents gadgets informatiques, c'est-à-dire cette image que l'informatique veut nous renvoyer. La question qu'on peut se poser, c'est à qui profite finalement ce délitement social? Il profite aux États, au gouvernement, le système actuel lui-même. Ne pas réfléchir, en fait, profite au système. Ici, nous sommes confrontés à un paradoxe qui, en principe, est facilement repérable. Le système néolibéral nous individualise tellement que par ce biais, il rend les individus très dépendants. Le paradoxe donc consiste dans le fait que d'un côté, le système nous libère, mais en nous rendant si indépendants, nous devenons de plus en plus isolés et ainsi vulnérables et finalement dépendants. Donc cette dépendance ensuite conduit à quoi? Conduit à une forme de conformisme. En effet, quand vous fréquentez autant d'individus, donc encore une fois, je ne veux pas utiliser le terme personne, simplement sur une surface très lisse de notre société liquide, sans profondeur et sans le temps d'aller à l'intérieur ni de soi, ni de la personne que vous rencontrez, ni de votre pensée, cela vous conduit directement au conformisme. Vous vous conformez aux idées qui sont véhiculées sans vraiment les questionner. Nous devons comprendre également que chaque être humain a peur de ce qu'il est différent. Et nous devons apprendre que nous sommes tous différents, mais que nous pouvons établir des liens. Une des choses qui peut nous aider à y parvenir est sans aucun doute la conversation. Des conversations profondes, des conversations réelles et profondes qui vont engager notre monde intérieur, qui nous permettent de faire autrement des liens. Donc, tout comme il est important pour les adultes de revenir à cette intériorité que le temps très rapide aujourd'hui ne nous laisse pas, malheureusement, ne nous laisse pas le temps de s'arrêter, ne nous laisse pas le temps de prier, de réfléchir, de se connecter réellement aux autres par le biais d'une bonne et saine et profonde conversation. Il est essentiel aussi pour les jeunes, pour les enfants, d'avoir une bonne éducation qui les rende capables de regarder vers l'intérieur, de ressentir et de cultiver ce monde intérieur. Je ne vais pas prendre plus de temps. Ce que je voulais vous montrer, mais on n'a pas la possibilité de regarder le PowerPoint, il existe aujourd'hui de nombreuses sources qui sont données, des outils pour travailler sur l'éducation, sur les médias et l'information. Une des dernières qui est disponible, c'est une source faite par l'UNESCO. Je vous invite d'aller la consulter si vous allez sur le site de l'UNESCO. Vous pouvez la consulter. Elle s'appelle « Citoyens éduqués aux médias et à l'information. Penser de manière critique, cliquez à bon escient ». Donc l'idée, c'est vraiment de vous montrer comment est-ce qu'une information est partagée et comment est-ce que ce qui est partagé en ligne doit être abordé de manière critique. Et là, vous avez des outils dans lesquels, moi, je ne peux pas maintenant entrer en détail, mais une fois que vous voyez une image, donc qu'est-ce que vous pouvez faire en commun dans les groupes pour avoir un retour critique sur une image qui est partagée dans les réseaux sociaux, à laquelle on a tendance souvent à réagir à la première. Également, je pourrais faire une petite promotion d'un cours qui demandera à être encore développé à l'Institut Saint-Serge.
on a créé un parcours sur orthodoxie et médias, où l'idée, c'est vraiment de travailler en profondeur le terme de la conversation et de la communication, en regardant ensemble toute l'histoire de communication qui ne commence pas aujourd'hui. Ensuite, de regarder la théologie de la communication comme une lecture de la Bible sous l'angle de la communication, et le Christ comme étant le plus parfait des communicants, ce qui d'ailleurs aussi nous permet de s'arrêter et de réfléchir sur l'ensemble des éléments que le Christ met en place dans sa manière à communiquer avec les autres. Il communique avec l'écoute, il communique avec l'attention, il communique aussi avec la parole, et il communique avec ses gestes. Ensuite, il y a tout un volet sur l'ascèse et la communication et différents partages sur les pratiques que les églises peuvent en faire en utilisant différents outils, dont les réseaux sociaux. Voilà, je passe la parole avec le réseau social à